aujourd'hui est de parler des nouveaux totalitarismes, ou plus exactement de la situation du totalitarisme par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons. Alors en fait, nos sociétés subissent deux types d'attaques. D'abord au niveau intérieur, il y a de plus en plus d'auteurs qui soutiennent que les démocraties libérales évoluent vers une forme de totalitarisme doux. On entend beaucoup parler de fascisme économique, de système libéral euh, tournant vers un totalitarisme. On parle d'horreur économique. Les auteurs qui évoquent ces questions sont assez nombreux, de plus en plus. Et puis de l'autre côté, nous avons des attaques extérieures qui nous viennent essentiellement aujourd'hui de pays de l'Est. Là, nous avons des régimes qui semblent correspondre à ce qu'est le totalitarisme. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans notre époque, un totalitarisme dur qu'on verrait plutôt à l'Est et un totalitarisme doux qu'on trouverait essentiellement dans les démocraties occidentales. Alors la thèse que je vais soutenir est la suivante, c'est qu'en fait il existe un totalitarisme adapté à notre époque, un totalitarisme post-moderne, et ce totalitarisme post-moderne est en fait ce que je vais l'appeler un totalitarisme infini, et qui est présent à trois niveaux. Hein. Un niveau individuel, au niveau de certains groupes et dans certains États. Et l'idée que je vais soutenir, évidemment, c'est qu'on ne peut pas mettre sur le même plan ces trois formes de totalitarisme et que surtout, on ne peut pas parler, pour le moment en tout cas, de totalitarisme d'État dans les régimes des démocraties occidentales de l'Ouest. Alors pour développer mon idée, je vais faire mon exposé en trois parties. D'abord, dans la première partie, je vais expliquer ce qu'est le totalitarisme. C'est un concept c'est une classification, une terminologie philosophique qui n'a pas toujours existé. Ensuite, j'expliquerai, eh bien, justement, dans la deuxième partie, si je me demanderai justement s'il y a un totalitarisme d'État en Occident et en Orient. Et enfin, j'exposerai dans une dernière partie ce qu'est justement ce totalitarisme infini contemporain adapté à notre époque postmoderne. Alors, premier point ici, qu'est-ce que le totalitarisme? Alors, le totalitarisme est une conception philosophique nouvelle qui est apparue essentiellement qui a été traitée par de nombreux auteurs, mais essentiellement par deux auteurs importants. D'une part, Alexis de Tocqueville dans son livre La démocratie en Amérique, et d'autre part, Hannah Arendt dans son livre Les origines du totalitarisme. Alors, pour Tocqueville, en fait, alors Tocqueville, c'est un juriste qui fait un voyage aux États-Unis et qui constate que le monde a changé. Nous sommes passés d'un monde de société de classe, avec des aristocraties, un clergé, à une société sans classe, société de masse, avec des individus qui ont pour passion l'égalité. Alors ce régime, cette démocratie, cette révolution démocratique, dont on l'appellera comme l'appellera plus tard un auteur qui s'appelle Claude Lefort, lequel je ne parlerai pas, mais qui est aussi intéressant sur ce sujet, eh bien, cette révolution démocratique est une bonne chose pour Tocqueville s'il y a des garde-fous. Le problème, c'est que si ces garde-fous sont absents, Tocqueville nous dit que deux monstres peuvent apparaître. Premier monstre, c'est ce qu'il appelle une aristocratie financière. Hein, une aristocratie financière qui prendra la place de l'ancienne aristocratie et qui, nous dit-il, sera beaucoup plus dangereuse que la précédente, parce que essentiellement attirée par l'appât du gain. Alors, les auteurs par la suite, l'auteur qui développera le plus par la suite cette idée d'aristocratie financière, c'est Marx, dans ce qu'il appellera le capitalisme. Et on verra justement qu'il y aura une scission ensuite, par la suite, entre les auteurs qui s'intéressent à ce capitalisme et ensuite ceux qui s'intéressent au totalitarisme. Parce que justement, il y a un deuxième hydre, un deuxième monstre pour Tocqueville, c'est le monstre d'un nouvel État despotique, s'expliquant lui-même par ce qu'il appelle l'individualisme, qui est une nouvelle notion qu'il crée à ce moment-là et qu'il oppose à l'égoïsme. Alors, qu'est-ce que c'est l'individualisme? C'est pour Tocqueville le repli des individus sur leur sphère privée, et ce repli
conduit au fait que les individus se désintéressent de la politique, qu'ils confient cette vie politique à, à des bureaucrates, et ces bureaucrates vont créer des États extrêmement tatillons, intervenant dans tous les niveaux de notre vie, et donnant un petit peu ce que verra très bien un auteur qui s'appelle Aldous Huxley, eh bien un meilleur des mondes pour notre bonheur, mais qui finalement finira par devenir privatif de toutes nos libertés. Alors, comme je l'ai dit, l'aspect, je dirais la première dérive, qui est l'aristocratie financière, sera étudié par les marxistes, mais l'aspect de l'État, ce nouveau despotisme, sera essentiellement étudié par les auteurs libéraux, et l'un des auteurs les plus importants sur le sujet, c'est Hannah Arendt, qui écrira donc les origines du totalitarisme en 1950. Elle publiera ce livre en 1950, et l'idée d'Hannah Arendt, c'est qu'elle a observé, elle a connu le nazisme, elle connaît également le stalinisme, et son idée, c'est que le régime de Staline et le régime d'Hitler peuvent être tous les deux, sont tous les deux d'ailleurs, des représentations, des manifestations plus exactement, de ce nouveau despotisme qu'elle va appeler totalitarisme. Le mot totalitarisme, elle va l'emprunter à Mussolini, c'est Mussolini qui va l'utiliser pour la première fois, en disant justement qu'il veut un gouvernement total. Alors qu'est-ce que le totalitarisme? C'est une nouvelle forme de dictature, un nouveau type de dictature dans laquelle, en fait, il s'agit non plus, comme des anciennes dictatures, de s'en prendre à la sphère politique, mais de vouloir dominer l'individu dans toutes ses sphères. Et Arendt nous dit d'abord que ce régime n'est possible que s'il y a trois éléments. Premièrement, un déclin moral des élites. Deuxièmement, un désintérêt pour la politique. Et enfin, une société sans classe. Alors, donc effectivement, ce sont ces éléments qui permettent l'installation de ce régime. Et ce régime se caractérise donc par un système bien organisé, caractérisé par 6 éléments. 6 éléments qui sont la structure en oignon, l'ennemi stratégique, une nouvelle conception de la loi réduite à la volonté du chef, la terreur totale, qui a pour objectif en fait, de réaliser une nature particulière, et d'autre part une idéologie, et enfin ce qu'elle appelle la désolation. Alors je vais revenir rapidement sur ces éléments qui sont extrêmement importants et qui sont justement, nous dit-elle, des éléments qui n'existaient pas jusqu'à présent. Alors très rapidement, la structure en oignon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans les bureaucraties habituelles, l'État est organisé en pyramide. Dans le totalitarisme, nous dit Arendt, c'est un oignon. C'est-à-dire en fait que vous avez le chef qui est au milieu, ensuite vous avez ses proches, ensuite vous avez une troupe d'élite, ensuite vous avez le parti, ensuite vous avez la nation, et ensuite vous avez les nations extérieures, internationales. Évidemment, plus on est proche du chef, plus on connaît les informations, plus on a d'informations, parce que tout le reste fonctionne sur une logique du secret. Deuxième aspect, comme je l'ai dit, c'est que ce régime fonctionne sur un ennemi stratégique ou objectif. Alors pour les nazis, c'est le juif, pour le stalinisme, c'est un ennemi qui va changer. D'abord le trotskiste, ensuite les médecins à blouse blanche, ensuite le nazisme, etc., etc. Mais cet ennemi est important parce qu'il est là pour cimenter le groupe, et il est très important parce qu'il dirige l'action de ces gouvernements. Troisième aspect, donc une loi réduite à la volonté du chef. Dans la démocratie libérale, la loi est indépendante de la volonté du chef. Et ici, dans les régimes totalitaires, c'est le chef qui dit la loi. C'est Staline ou Hitler qui dit ce qui est l'ordre de la loi. Il n'y a pas de séparation. Troisièmement, ce qui est important, c'est la terreur totale. Alors la terreur totale, c'est-à-dire que ce régime est complètement organisé autour de la terreur. D'ailleurs, son organisme central, c'est la police secrète. Et cette terreur totale est construite sur une conception de la nature qui est inspirée de Darwin et qui indique qu'en fait, il faut éliminer les plus faibles. Les plus faibles sont là pour être éliminés. Elle est associée à une idéologie qui est très importante pour Arendt, parce que, évidemment, dans tous les régimes autoritaires traditionnels, il y a une propagande. Mais ici, cette idéologie, nous dit Arendt, a pour objectif de s'attaquer à la racine même de la liberté, c'est-à-dire à rendre les individus complètement incapables de prendre une décision par eux-mêmes et de toujours être incapables surtout de déterminer par eux-mêmes ce qui distingue le bien du mal.
Et justement, cette alliance de la carotte et du bâton, c'est-à-dire de l'idéologie et de la terreur, eh bien, construit ce qu'elle appelle un individu désolé. Et qu'est-ce que c'est l'individu désolé? C'est l'individu, justement, rêvé pour le régime totalitaire, parce qu'il est à la fois privé de toute sphère privée, mais également de toute sphère publique. Hein. Il est complètement seul, mais ce n'est pas, il est incapable, même lui-même, d'être dans cette solitude bienfaisante, parce que même lorsqu'il se retrouve avec lui-même, eh bien, il est complètement égaré, complètement, puisque justement détruit par l'idéologie et la terreur, il est dans l'incapacité justement d'être dans ce que Platon appelait la pensée, qui est le dialogue avec lui-même. Il ne peut plus être dans le dialogue avec lui-même, puisque justement il est dans le mépris et dans l'ignorance de lui-même. Donc on peut dire ici que le totalitarisme est un nouveau type de despotisme qui s'adraque, on voit bien, totalement à l'individu, qui le prend totalement dans toutes ses sphères. Alors, ma deuxième question, justement, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que, par rapport à ce qu'on nous dit, est-ce qu'il y a un totalitarisme dur à l'Est et un totalitarisme doux à l'Ouest? La thèse que je vais soutenir, là, c'est qu'on ne peut pas parler de totalitarisme d'État à l'Ouest, mais par contre qu'il y a indéniablement des risques de dérive vers le totalitarisme à l'Ouest, mais nous n'en sommes pas encore là. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des fragilités indéniables des démocraties libérales, mais que d'autre part, on peut voir des éléments qui nous font penser qu'il y a un totalitarisme d'État dans certains régimes de l'Est. Alors, est-ce Premièrement, premier point, donc ce totalitarisme doux en Occident. Pourquoi on ne peut pas parler qu'il y a un totalitarisme doux en Occident? Parce qu'il est indéniable que, effectivement, plusieurs conditions pourraient laisser penser à la mise en place d'un totalitarisme aujourd'hui en Occident. Beaucoup de facteurs qui ont permis la mise en place de ce totalitarisme au moment d'Hitler ou Staline, sont présents en Occident aujourd'hui. Nous sommes bien effectivement dans un sentiment de déclin moral généralisé qui apparaît un peu partout. Il y a bien effectivement une faillite, un risque, un sentiment en tout cas de faillite des institutions intermédiaires, l'école, l'université, la justice, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'acteurs présents sur le web nous disent que tout ça est en grande difficulté. Ce qui s'est passé avec l'assaut du Capitole à New York, à Washington, aux États-Unis, ce qui s'est passé également avec la crise des Gilets jaunes en France, nous montre qu'il y a également une faillite des classes moyennes. D'autre part, nous avons également une vraie situation de désolation, puisque beaucoup d'auteurs, beaucoup de sociologues nous parlent de cette impossibilité à être dans la relation amoureuse aujourd'hui, pour les individus, la multiplication du divorce, la multiplication de ce que Marie-France Irigoyen appelait les nouvelles solitudes. Nous sommes véritablement dans les États démocratiques, en tout cas dans le système libéral, dans des éléments qui ressemblent beaucoup à la désolation. Et tout ça pourrait nous faire croire que, et il y a également présent une bureaucratie extrêmement tatillonne, avec parfois même un état d'urgence permanent et le sentiment que les libertés sont confisquées. Néanmoins, peut-on parler de totalitarisme ici à l'Occident? Pas du tout, parce que, comme on l'a vu, pour qu'il y ait totalitarisme, il faut qu'il y ait une idéologie qui soit présente, unique. Or, ce n'est pas ce qui caractérise aujourd'hui, selon moi, les démocraties, les régimes libéraux d'Occident. Nous avons plutôt ce que j'appellerais plutôt la polémique qui caractérise ces régimes, c'est-à-dire nous avons plusieurs groupes qui ont leur idéologie, et ces idéologies sont encore présentes pour le moment dans nos systèmes. Elles s'opposent sans se rencontrer, elles s'opposent sans chercher ce que Raymond Aron appelait une logique de compromis ou de dialogue. Elles sont plutôt, ni d'ailleurs la recherche de l'approfondissement, elles sont plutôt dans la polémique, et c'est plutôt l'ère de la polémique qui caractérise ces démocraties libérales.
Alors, polémique qui peut conduire, hein, parfois, qui conduit, on l'a vu quand même à certains affrontements, mais nous n'en sommes pas pour l'instant à une idéologie unique pour ces États. Deux, autre élément, qui n'est pas la marque d'un totalitarisme d'État, c'est qu'il existe des lois encore qui ne sont pas conformes à la volonté du chef. Il y a encore des institutions, il y a encore des contre-pouvoirs. Et d'autre part, euh, il existe également dans les régimes totalitaires, dans les régimes démocratiques, il n'existe pas encore totalement cette structure en oignon. Nous avons quand même, malgré tout, même s'il existe des logiques de secret, même s'il existe un culte du secret qui est en train de monter, il n'en demeure pas moins que nous avons encore des contre-pouvoirs importants et une certaine transparence. Donc, on ne peut pas parler de totalitarisme doux aujourd'hui en Occident. Et il ne faut pas tout mélanger, il faut quand même apprendre, et c'est pour ça que c'est important, paraissait important d'intervenir sur cette question, il faut bien revenir à ce qu'est le totalitarisme et faire des distinctions. Alors par contre, qu'en est-il à l'Est? Alors à l'Est, on a le sentiment que nous sont en train d'apparaître des régimes extrêmement durs, qui se durcissent d'ailleurs de plus en plus, et qui, eux, semblent correspondre à des totalitarismes d'État. Et ces régimes, alors le problème c'est qu'ils ils se développent dans des pays qui sont infectés, on pourrait dire, de la même manière que l'Occident. C'est-à-dire qu'ils ont exactement les mêmes difficultés que nous. Seulement, évidemment, en plus, eh bien, dans ces régimes, il n'y a pas de polémique, nous ne sommes pas dans la polémique, il y a véritablement une idéologie qui domine, une idéologie totale, qui a pour objectif, comme le disait Arendt, d'aller à la racine de, de la liberté et de priver l'individu de toute réflexion sur ce qu'est le bien et le mal. Il y a bien une terreur également, et on a le sentiment qu'il existe bien des structures en oignon. On voit bien par exemple en Iran, avec ce qui se produit, nous avons effectivement le chef qui est au centre, le guide suprême, ensuite nous avons ses proches, ensuite nous avons les gardiens de la révolution, ensuite nous avons effectivement un parti, puis ensuite nous avons l'État, et on n'a pas tellement, il est très difficile d'avoir des informations sur ce qui se passe à Téhéran. De même pour ce qui se passe en Chine, on a le même problème, on a la même situation avec cette structure en oignon également. Nous avons donc cette idéologie et nous avons quand même cette forme de terreur, on l'a vu tout récemment avec les Ouïghours. Pour la Russie, dont on pensait au départ qu'il allait rejoindre le bloc des démocraties, eh bien pour le moment on a le sentiment aussi que le régime se durcit et qu'il fonctionne sur cette idée également d'absence, sur cette absence de diversité qui caractérise le totalitarisme, cette volonté, comme le dira Arendt, de confondre finalement la société avec la sphère politique. Alors donc, on voit bien donc que pas de totalitarisme d'État, en tout cas à l'Ouest pour le moment, mais une fragilité. D'autre part, par contre, un totalitarisme dur qui s'installe à l'Est, et, semble-t-il, des interconnexions entre ces différents régimes. Et justement, on voit que certaines données montrent que le système, l'Occident est fragile. Il est fragile et il est même atteint par des critiques extrêmement fortes qui soutiennent même que eh bien, nous serions en dictature. Alors, justement, qu'est-ce qui explique ça va être mon troisième point, qu'est-ce qui explique ces interdépendances, qu'est-ce qui les fait jouer? C'est justement parce que je crois que ce qui caractérise le totalitarisme post-moderne, c'est un totalitarisme infini.
Et c'est ce troisième point, ce totalitarisme infini, sur lequel je voudrais revenir, et qui me paraît important d'essayer de décrypter et de mettre en place, parce que nous avons besoin aujourd'hui de prendre du recul, de prendre de la distance. Il y a beaucoup de bavardage, il y a beaucoup de pépiments, hein, d'ailleurs. La sphère publique maintenant se fait sur un réseau qui s'appelait autrefois Twitter, qui veut dire pépillement, qui veut dire bavardage. Donc essayez un petit peu de sortir de ce bavardage pour essayer de comprendre un peu ce qui nous arrive. Donc qu'est-ce que c'est que ce totalitarisme infini? Alors il est post-moderne et mondial. Et pour essayer de le mettre en place, il faut d'abord peut-être que je dise quelques mots de la postmodernité. Alors la postmodernité, c'est depuis plusieurs auteurs, hein, notamment, c'est ce qui caractérise le monde contemporain. Nous ne sommes plus des modernes, hein, comme l'ont été les contemporains de Staline et de Hitler. Nous sommes des postmodernes. Qu'est-ce que c'est la postmodernité? C'est un terme qui a été inventé, un concept qui a été inventé par un philosophe français qui s'appelait Jean-François Lyotard. La postmodernité me paraît vraiment caractériser notre époque parce qu'elle est la marque du fait d'une crise profonde, d'une impossibilité à la fois de se considérer encore comme moderne, hein, notamment avec un rejet et un mépris, une discussion. Il y a une peur par rapport à ce qui faisait l'idéologie moderne, qui était le culte du progrès, le culte d'une forme de laïcité, mais en même temps, hein, nous ne sommes pas des anciens, nous rejetons encore la logique ancienne, nous ne voulons pas revenir vers les sociétés aristocratiques de l'ancien régime, nous ne voulons pas revenir aux théocraties pour le moment. Donc nous sommes postmodernes, mais justement nous oscillons entre des valeurs qui s'opposent, et c'est ça notre caractéristique. Mais enfin, plus exactement, cette postmodernité se caractérise, il faut d'abord la caractériser, c'est mon premier point. Je verrai ensuite justement quels sont ces trois niveaux du totalitarisme infini. Et enfin, donc, je montrerai dans un dernier point pourquoi ce totalitarisme est interconnecté. Il se nourrit, ils se nourrissent mutuellement. Alors, la caractéristique de la postmodernité, c'est quatre éléments pour moi. D'abord, premièrement, une fragmentation, une absence de philosophie commune, dont j'ai déjà parlé dans mon dernier livre, qui est Le pervers narcissique, phénomène de société. Deuxièmement, une globalisation hein, qui rend les États interdépendants entre eux et qui rend également les individus extrêmement influencés par ce qui se passe à l'international. Hein. Donc ça, c'est vraiment la marque de la globalisation, notamment par les réseaux sociaux. Chaque individu, maintenant, se sent extrêmement marqué par ce qui peut se passer au niveau international. C'est un des effets de la globalisation, mais c'est également une globalisation économique qui se traduit par des flux de capitaux, mais également d'individus. Troisième point, un narcissisme. Hein, c'est plus vraiment l'individualisme qui caractérise notre société, mais le narcissisme. Et qu'est-ce que c'est le narcissisme? Il y a beaucoup de définitions sur le sujet. C'est un terme qui nous vient de la psychanalyse, mais je crois qu'une des définitions les plus intéressantes de la question, c'est le fait de nier l'autre, hein, de refuser l'autre en tant qu'autre. Hein. Et d'autre part, ici, l'autre point, hein, c'est que, le quatrième point, c'est que notre postmodernité se caractérise par une aristocratie, plutôt exactement une plutocratie financière et industrielle, elle-même interconnectée à la globalisation. Et ça, cette plutocratie, on n'en parle pas assez, mais elle est extrêmement importante. Hein. Plutocratie, ça veut dire gouvernement des riches. Elle est extrêmement importante, elle est de plus en plus puissante, et elle a remplacé, comme Tocqueville l'avait bien noté, remplacé l'aristocratie, l'ancienne aristocratie. Et donc, voilà ici les quatre points qui caractérisent donc, la postmodernité, hein, je les reprends: fragmentation, globalisation, narcissisme et aristocratie financière. Alors, cette postmodernité a produit donc un totalitarisme infini. Alors, ce totalitarisme infini, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est présent du fait de la globalisation, du fait du progrès des sciences, du fait du pouvoir infini obtenu par la masse de force que nous avons obtenue par la science, du fait aussi des connaissances que nous avons sur le psychisme humain. Eh bien, il est présent à trois niveaux. Hein. D'une part, au niveau des individus, hein,
j'ai beaucoup travaillé sur le pervers narcissique. Beaucoup de gens aujourd'hui, un peu comme dans les régimes totalitaires, nous disent que le pervers narcissique n'existait pas. Pas du tout. Pour moi, vraiment, le pervers narcissique, c'est, je dirais, en tant qu'individu, quelqu'un qui fonctionne exactement comme un État totalitaire, mais en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'il utilise absolument tous les arguments. La terreur, l'idéologie, le fait de vouloir isoler l'autre. Vraiment, tous ces éléments correspondent et ils sont présents, ce totalitarisme individuel, j'appelle totalitarisme individuel, cette volonté de nier totalement l'autre en tant qu'autre, elle existe partout. Elle est mondiale aujourd'hui, elle se développe partout, comme l'a très bien mis en évidence un sociologue extrêmement intéressant qui s'appelle Christopher Latch. C'est magnifique. Deuxième point, et là aussi un totalitarisme qui est présent partout, qui est ce que j'appelle un totalitarisme groupal. C'est-à-dire que à tous les niveaux, aujourd'hui, que ce soit en Occident ou en Orient, nous avons des groupes qui ont une véritable attitude totalitaire et qui ont pour objectif justement de broyer l'individu. On le voit très bien avec ce qui se passe aujourd'hui, notamment le mobbing, ce qui se passe le mobbing en Occident, ou bien les logiques de harcèlement, où des groupes s'en prennent à des individus, ou bien se choisissent un ennemi objectif pour pouvoir le réduire à néant. Donc ici, premier, un totalitarisme individuel. Deuxième, le totalitarisme de groupe. Ces deux totalitarismes sont présents à la fois en Orient et en Occident. Et puis nous avons un totalitarisme étatique, dont j'ai parlé tout à l'heure, effectivement, qui est, lui, présent en Orient. Alors, je vais voir dans un dernier point quels sont les traits de ce nouveau totalitarisme. Parce qu'il y a des nouveaux traits. Alors, je n'ai pas le temps ici de pouvoir tous les exposer, mais je crois qu'il y a des pistes de recherche qu'il faut commencer à avoir sur la question. Il faut commencer à sortir de l'émotion pour pouvoir vraiment dans la réaction. Et puis, il faut sortir aussi de la manipulation parce que nous avons beaucoup de vidéos de manipulation idéologique qui existent sur le net et il est très important d'engager des réflexions. Et malheureusement, le déclin des institutions académiques fait que c'est très difficile de le faire. Pourtant, il y a un vrai travail à faire, une vraie piste à avoir de réflexion. Alors, pour aller vite, il y a 6 caractéristiques de ce totalitarisme d'État. Premièrement, donc ici, il est associé au système capitaliste international. Ça, on le voit par exemple avec la Chine aujourd'hui, Taïwan et même Téhéran. Ils participent, beaucoup de choses sont interconnectées avec ce capitalisme international. Deuxièmement, il a un ennemi objectif, mais cet ennemi objectif, c'est l'ancien dominant, c'est l'Occident. Il est vraiment uni par sa haine de l'Occident. Troisième point, il se nourrit donc des failles justement de cet Occident. Cet Occident, on l'a vu, est dans une forme de déclin moral, il est dans une crise de la tradition, il est dans une crise de la religion. Et bien précisément, ces nouveaux totalitarismes prétendent incarner un retour à la tradition. On le voit avec le retour taoïsme de la Chine, on le voit avec ce qui se passe en Iran, et on le voit avec la Russie, dont l'objectif c'est de revenir, c'est pas dit, mais c'est plus ou moins suggéré, à l'ancienne puissance russe. Poutine, c'est le nouveau tsar, c'est ainsi qu'il se présente. Ce qui est important aussi, c'est qu'il a une terreur, mais cette fois, cette terreur est internationale. On le voit avec la fatwa contre Rushdie, on le voit avec l'empoisonnement, les empoisonnements russes, on le voit avec également ce qui se passe avec la Chine à l'égard de certains de ses opposants qui, même lorsqu'ils sont en Occident, ont peur de s'exprimer. Et d'autre part, enfin, il est dans une destruction aussi intermédiaire de ces intermédiaires en interne, mais on voit aussi que ça se produit en Occident, mais surtout, il y a une volonté de détruire les zones intermédiaires internationales. C'est-à-dire, vous avez, je dirais, dans la géopolitique est composée d'éléments opposés, extrêmement opposés, et puis des éléments médians, et ces régimes s'attaquent à ce qui est médian. Alors, on voit par exemple ce qui est médian aujourd'hui pour Moscou, eh bien, c'est l'Ukraine et l'Europe centrale, qui est entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Ensuite, nous avons au Moyen-Orient, eh bien, d'un côté,
justement l'Orient lui-même et le Maghreb. Donc ce qui est médian, c'est le Liban, la Syrie et Israël. Et enfin, nous avons en Chine ce qui est médian, c'est-à-dire le Japon d'un côté, une partie de l'Indonésie, etc., qui tourne vers l'Occident, et de l'autre la Chine. Et ce qui est au milieu, c'est Taïwan, c'est Hong Kong. Et ici, donc, ce sont les cibles privilégiées, ces zones médianes, intermédiaires, internationales. Donc voilà ici, alors j'en termine avec cette question, hein. Donc pour aller vite, pas de totalitarisme doux en Occident, mais des fragilités importantes qui peuvent laisser craindre l'installation d'un totalitarisme d'État, parce qu'il y a notamment cette présence de plus en plus forte des totalitarismes individuels et groupales, et enfin un totalitarisme d'État qui s'est installé à l'Ouest. Ces totalitarismes-là sont interconnectés, ils se nourrissent mutuellement, et ce sont eux qu'il faut étudier plus précisément en lien avec notre postmodernité. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a été utile.